Bien ou bien? Je vais vous faire l'analyse de pourquoi Antoine Dupont a des super pouvoirs. Je suis Pierre Begon, je suis intervenant lutte, intervenant de contact dans les clubs professionnels. Eh Pépé, Pierre, tu vas attendre ton tour avant de parler, c'est ma vidéo, donc tu vas attendre ton moment. Bien ou bien, t'es comme moi, t'es passionné de sport. Dans toutes les disciplines sportives, il existe des êtres exceptionnels qui transcendent les barrières de leur sport. Ces sportifs, ils ont quelque chose d'exceptionnel que le commun des mortels, il n'a pas. Ils nous transmettent des émotions et nous font vibrer. Michael Jordan, Mohamed Ali, Pelé, Zidane, Roger Federer, Messi, Teddy Riner, Tiger Woods, Mike Tyson. Quel que soit le sport, ces grands hommes qui écrivent l'histoire, ils ont quelque chose de particulier. Ce sont eux qui font avancer les disciplines. Ils révolutionnent les façons de jouer, les méthodes d'entraînement, la formation des joueurs. Ils défient les tactiques et les stratégies établies. En France, on a la chance d'avoir Antoine Dupont. Dupont, il force les équipes à revoir les modèles défensifs qui sont établis depuis des années par les équipes. Son jeu défie tous les systèmes établis. Et sa capacité à tuer les leaders défensifs est incomparable. On va surtout revenir dessus dans l'analyse en fin de vidéo. Dupont, c'est tout simplement le meilleur joueur du monde. Je sais ce que tu vas me dire. Allez, vas-y, dis-le. Comment on décide qui est le meilleur joueur du monde? Alors c'est l'IRB, l'International Rugby Board, qui récompense à l'automne, chaque année, le joueur qui a apporté sa contribution particulière au jeu et aux résultats de son équipe nationale et accessoirement de son club ou de sa franchise. Ce titre a été décerné pour la première fois en 2001 à Keith Wood, qui était talonneur de l'équipe d'Irlande. Pour ceux qui n'ont pas connu ce joueur, Keith Wood, c'était juste un talonneur exceptionnel. C'était un phénomène. Un talonneur qui tentait des drops pendant les matchs et qui avait déjà anticipé la règle du 50-22 puisqu'il jouait souvent au pied. Il te mettait des ogives pour te trouver des touches pour un talonneur. C'était juste exceptionnel. Depuis que ça a été créé, dans le palmarès des meilleurs joueurs du monde, on retrouve 3 Français. En 2002, notre sélectionneur Fabien Galtier, il a été élu meilleur joueur du monde. En 2011, c'est Thierry Dussautoir, alias The Dark Destroyer, qui obtient le titre de meilleur joueur du monde. Entre 2009 et 2017, ce sont les Néo-Zélandais qui obtiennent 8 fois le titre, sur 9 fois possible. Donc c'est à cette période où les Néo-Zélandais ils ont vraiment dominé le rugby mondial. Puis on a cette évolution post-Coupe du Monde où en 2021 c'est Antoine Dupont qui obtient cette récompense. Ce titre de meilleur joueur du monde décerné par l'IRB ça reste un petit peu incomplet à mes yeux. Si on s'attarde un petit peu sur le nombre de lauréats par nation, on s'aperçoit que la France est en seconde position à égalité avec l'Irlande et l'Afrique du Sud. En revanche pour moi c'est un petit peu incomplet puisqu'il n'y a jamais un pilier qui a été nommé meilleur joueur du monde. Définir le meilleur joueur du monde dans un sport collectif, c'est pour moi quelque chose de risqué. Alors je vais prendre moins de risques et je vais dire que Dupont, c'est tout simplement le meilleur neuf du monde. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que tu connais le football américain ? Je sais, tu vas me dire, non, c'est un sport, c'est lent, il y a beaucoup d'arrêts de jeu, etc. C'est très lent, mais c'est ultra tactique et stratégique. C'est-à-dire que sur chaque lancement de jeu, quand le quarterback il va recevoir la balle, il a une première option. Si elle est fermée, il a une deuxième option. Si c'est fermé, il a une troisième option, une quatrième et une cinquième. Et là, il doit prendre les informations en temps réel pour pouvoir traiter toutes ces données avec une énorme pression qu'il va recevoir. Au rugby, c'est exactement pareil. Mais ce qui est très compliqué, c'est que toutes ces options, tu vas les avoir à chaque fois qu'il y a un ruck, à chaque fois qu'il y a une collision, à chaque fois qu'il y a une action. Tactiquement, il va falloir que tu t'adaptes en temps réel à la position des adversaires, de tes partenaires, en fonction du plan de jeu, des stratégies établies et de toutes ces informations que tu vas percevoir. Le 9, c'est un poste sur lequel tu dois traiter toutes ces informations pour apporter la meilleure réponse possible. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Antoine Dupont, c'est le meilleur 9 du monde et en quoi est-ce qu'il révolutionne toutes les tactiques et les stratégies établies jusqu'à présent. Prends un petit moment pour te détendre parce que je vais t'emmener dans le monde fascinant du rugby pour te montrer à quel point Dupont c'est un joueur exceptionnel. Mais avant, si tu l'as pas fait, c'est le moment de mettre un petit like et de t'abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Allez, on y va ? Je compare souvent le rugby à un concert de métal dans lequel certains sont capables de pratiquer de la danse classique au milieu d'un pogo.
de l'agilité, de la classe et réaliser une chorégraphie complexe au milieu d'un déchaînement de violence. Antoine Dupont est ce joueur qui est capable de danser calmement en regardant le pogo, qui le comprend, qui l'oriente et qui est capable de rentrer dedans à tout moment et de se déchaîner comme les autres. C'est un joueur exceptionnel et je vais vous expliquer pourquoi. Qui est Antoine Dupont ? Le petit Antoine est né en 1996 à Lannemezan où il a commencé le rugby à l'âge de 4 ans au Mangouac FC. En 2011, alors qu'il évolue en cadet, il rejoint le centre de formation du FC Auch. Il intègre également le pôle espoir du lycée Jolimont à Toulouse où il passe son bac scientifique. En 2014, il dispute la finale du championnat de France Crabos avec le FC Auch et rejoint le Castres Olympique à l'issue de la saison. Il rentre au pôle espoir de Marcoussis. Le pôle espoir de Marcoussis, c'est une structure fédérale qui a disparu depuis 2017. Cette structure, elle regroupait une vingtaine de joueurs de moins de 20 ans. Ces joueurs étaient généralement les meilleurs de leur génération. Ils étaient toute la semaine à Marcoussis en train de suivre leurs études et de s'entraîner au rugby et rentrer dans leur club le week-end. Cette structure, elle a fermé essentiellement parce que si les joueurs sont tout le temps avec le Pôle France à Marcoussis et qu'ils ne voient pas ce qui se passe dans leur club, ils ne progressent pas autant en termes de jeu puisque tu n'as pas les retours d'analyse de match et ce qui fait que tactiquement et stratégiquement, tu deviens meilleur. Il devient donc membre du Pôle Espoir de Marcoussis pour la saison 2014-2015. Il est sélectionné par Fabien Pelouse pour disputer le tournoi des 6 nations de moins de 20 ans avec l'équipe de France. Il jouera 3 matchs, à chaque fois en tant que remplacement, et finalement n'est pas retenu pour le championnat du monde junior de la même année. Il fait ses débuts avec l'équipe professionnelle le 26 octobre 2014 alors qu'il n'a pas encore 18 ans. C'est lors d'une rencontre face au Leinster en rentrant à la 69e minute à la place de Cédric Garcia. En janvier 2015, il est titularisé en Coupe d'Europe pour un match contre les Harlequins au cours duquel il inscrit son premier essai professionnel. Pour sa seconde saison en pro à Castres, 2015-2016, il n'a que 19 ans. Il sera sur 18 feuilles de match, mais titulaire qu'à 4 reprises et jouera 623 minutes quand même. Christophe Furios, suite à de nombreux blessés, le fera jouer notamment à Oyonnax, titulaire en numéro 10. Cette année, il est nommé parmi les meilleurs espoirs lors de la nuit du rugby. En 2016-2017, il explosera les compteurs. 32 feuilles de match avec Castres, une entrée remarquée avec les Barbarians français contre l'Australie. En mars 2017, Guy Novès le convoque et il honore sa première sélection contre l'Australie avec le 15 de France. Il se fera remarquer sur son entrée en jeu contre le Pays de Galles et la France s'imposera 20-18 dans le match le plus long de l'histoire avec 20 minutes de temps de jeu additionnel et des mêlées à répétition. Il connaîtra sa première titularisation avec le 15 de France contre les All Blacks et malgré une défaite sera élu homme du match. Sa saison elle s'achèvera contre l'Irlande pendant le tournoi des 6 nations avec une rupture des ligaments croisés. Tout ce petit passage d'Antoine Dupont l'a déjà oublié. Il s'est imposé comme le patron au poste de numéro 9 pour la Coupe du Monde 2019. Après quelques soucis au dos qui le tiennent éloigné des terrains, il revient pour le tournoi des 6 nations. Il est considéré par les experts comme un des meilleurs joueurs à son poste. Avec son club, le Stade Toulousain, il fera le doublé en gagnant la Champions Cup et le Top 14. En octobre 2021, suite à l'indisponibilité de Charles Olivon, Galtier annonce qu'Antoine Dupont sera le capitaine pour la tournée de novembre. Durant cette tournée, l'équipe de France gagnera ses 3 matchs dont un avec une victoire de 15 points face aux Blacks. Le 19 mars 2022, capitaine de la France, il inscrira contre l'Angleterre à la 60e minute l'essai de la victoire qui permettra à la France de faire son grand chelem après 12 ans de disette. Pour la deuxième fois de sa carrière, il est désigné meilleur joueur du tournoi des 6 nations. Pour connaître un joueur, il faut évoluer avec lui. Pour connaître un homme, il faut le rencontrer et partager avec. Et je n'ai eu la chance d'aucun des deux. Pour l'homme, 2 de ses amis disent de lui qu'il ne change pas, il est toujours pour nous le Toto des cadets d'Auch. Quand on l'a vu en H-Cup à 17 ans, c'était déjà énorme pour nous. Alors maintenant imaginez, sa personnalité est toujours la même, discrète, réservée, fidèle en amitié, la notoriété ne le change pas. C'est un garçon simple, humble, que ce soit dans la vie ou sur les terrains. Il évolue avec pudeur, sérénité, la tête bien faite. Nous, ses amis, on ne se rend pas compte, on ne réalise pas vraiment, mais quand on regarde tous ses trophées, ses titres, il est hyper régulier dans la haute performance. Nous, on veut le protéger. Je suis très fier de lui avec simplement son parcours incroyable, sa folle ascension. Il a fait avec le top 14, l'équipe de France, ce qu'il faisait avec nous en cadet, traverser le terrain vers le bonheur.
Et c'est rare car tous les joueurs qui passent professionnels ne gardent pas cette humilité. J'ai eu l'occasion de travailler dans un club professionnel dont je tairai le nom et un joueur qui avait honoré une sélection en équipe de France était venu voir s'entraîner les espoirs. Il avait refusé de sortir la main de sa poche pour serrer la main des espoirs parce qu'il faisait froid. Donc chacun a sa manière de voir les choses, mais avoir quelqu'un d'aussi fort qui garde autant d'humilité, moi je trouve ça très fort. Le 9, c'est le joueur qui tient le baromètre d'une équipe. Le baromètre, c'est les avants. No scrum, no win. S'il n'y a pas de mêlée et pas de conquête, il n'y a pas de match. Si les avants ne gagnent pas les contacts et sont déficients, les matchs sont plus difficiles. Le 9, il doit être charismatique pour gérer ses avants et garder la tête hors de l'eau pour analyser les choses en temps réel et trouver des solutions pour les proposer à ses partenaires. Les 9 sont souvent perçus à tort, bien évidemment, comme des petits pitbulls qui viennent te chatouiller ou te glisser des mots doux pour te faire sortir de ton match. La plupart des 9 aiment avoir ce côté pour brancher l'adversaire, essayer de te faire péter la capsule. C'est impossible de savoir comment les choses se passent sur le terrain, mais je n'ai jamais aperçu Dupont échanger des mots avec ses adversaires ou avoir des regards noirs ou s'énerver à gripper un joueur. On a cette impression qu'il est en permanence cette capacité à rester concentré sur le jeu et non pas sur sa performance individuelle, mais sur la performance collective. C'est comme s'il avait compris qu'il perdrait plus d'énergie à discuter avec l'adversaire ou jouer à ce petit jeu plutôt que de s'occuper de prendre les informations. Il ne semble à aucun moment préoccupé par le fait d'aller chercher à énerver l'adversaire. C'est comme s'il ne s'occupait que de son équipe sur le terrain et qu'il était au-dessus de tout ça. Je m'excuse, je me trompe, je l'ai vu une seule fois être énervé et laisser transparaître ses émotions. Franchement, ça change de la plupart des 9 qui sont des spécialistes en la matière. Je trouve cela remarquable car le rugby c'est un sport de combat. Le nier n'est pas possible. Quand on regarde la télévision, on a l'impression de temps en temps que ça ne tape pas fort, que les impacts sont tendres, ou encore que ça manque de vitesse. Mais je vous assure que si vous vous retrouvez au bord du terrain, les joueurs qui vous paraissent mous sont violents, que les lances sont rapides, que le manque d'intensité n'est qu'un trompe-l'œil. Les joueurs qui vous paraissaient à la télé rapides et puissants vous sembleront tout simplement animaux sur le terrain. Vous serez scotché par tous ces bruits et ces couinements que l'on n'entend pas de son canapé. Le rugby professionnel est une discipline à part, pratiquée par des êtres avec un corps capable d'encaisser des décharges monstrueuses tout en gardant une capacité d'analyse en temps réel pour être efficace quand les collisions sont gagnées. Dupont semble en permanence concentré sur le jeu et ce qu'il doit faire pour aider son équipe à gagner, comme s'il était au-dessus de la mêlée. J'ai l'habitude de dire qu'il existe plusieurs types de leaders au sein d'une équipe. Il existe des leaders terrain qui vont montrer l'exemple sur le pré. Ces joueurs qui sont capables de te remettre une équipe dans le sens de la marche quand tout va mal, dont la simple présence va rassurer ses partenaires et dont l'absence se fait sentir. C'est des joueurs dont la présence transpire sur ses partenaires. Ces joueurs-là ont un rôle très important sur le terrain, mais ce n'est pas forcément à eux que tu confierais un discours dans le vestiaire. C'est ce que j'appelle les leaders terrain. Ensuite, il y a les leaders vestiaires. Ces joueurs qui ont un charisme naturel et cette aisance à prendre la parole devant un groupe, devant ses partenaires. Ce sont les mecs qui tiennent un vestiaire. On pourrait également ajouter les leaders de vie. À ce niveau de compétitivité, quasiment tous les joueurs sont des leaders. Si tu es là, c'est que tu as un impact sur le jeu, sur la vie de groupe ou le vestiaire. Je sais que la Fédération française énormément sur le développement de ces qualités de leader chez les joueurs. C'est important que tous les joueurs qui soient sur le terrain soient des leaders. Tu ne cherches pas à avoir des moutons dans ton équipe. Tu cherches à avoir des mecs qui prennent des décisions, qui analysent et qui réfléchissent. Pourquoi est-ce qu'ils forment des leaders ? Car sur le terrain, tu ne joues pas à la PlayStation. Tu veux des joueurs qui soient capables d'analyser des situations, de prendre des décisions en temps réel. Des individus qui sont capables de se concerter dans des situations très intenses pour prendre des décisions collectives et avancer dans le même sens. On pourrait même comparer cela à des forces spéciales, oui, des militaires. Ces individus, ultra préparés physiquement, et ils sont entraînés pour garder leur lucidité dans des situations de stress intense et prendre des décisions. Toutes les informations ne sont pas dictées par les chefs. Quand ils sont sur le terrain, ils sont amenés à devoir décider collectivement, très rapidement, et cela peut avoir un impact très dur pour eux. Au rugby, c'est pareil. Tu as le banc de touche, mais tu n'es pas sur le terrain. Tu ne l'entends pas forcément avec tout le bruit qu'il y a autour. Antoine Dupont a, me semble-t-il, ces deux rôles de leader. C'est un leader terrain. Il est capable, à n'importe quel moment, de sortir des actions extraordinaires défensivement ou offensivement, et des fois, des actions improbables. Il remet tout le monde sur les rails pour avancer. C'est un leader vestiaire également. Il va prendre la parole devant le groupe pour leur dire ce qu'il va se passer, et quand il fait, je pense qu'il y a ce sentiment chez ses partenaires de « on le suit les yeux fermés ». C'est mon capitaine et j'ai toute confiance en lui.
Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que son charisme et son niveau de jeu en font l'homme à abattre, mais que tout le monde le respecte. Certains annoncent que s'il y avait un joueur avec qui ils auraient aimé jouer, ça aurait été lui. D'autres disent, il est presque imbattable dans l'état d'esprit. S'il fait quelque chose qui ne marche pas, il le refait sans douter. Cette énergie conduit l'équipe. J'ai l'impression qu'il y a une voix en lui qui dit « ça va venir, c'est bon ». C'est hyper important pour un joueur à ce poste d'avoir ce niveau de confiance. Aaron Smith, champion du monde avec la Nouvelle-Zélande au poste de numéro 9, le qualifie de meilleur joueur d'Europe, puis de meilleur joueur du monde et dit avec beaucoup d'humilité que le Français fait à la fois la différence avec son club mais avec son équipe nationale et il dit que Dupont l'aide à s'améliorer car il observe son jeu. Il dit de lui, il est irréel. C'est quand même beau d'entendre ça. Et le plus important, c'est qu'il ne prend pas la grosse tête. Évidemment qu'il a de l'ego, comme tous les joueurs professionnels, mais je ne l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit de négatif pour se mettre en avant en conférence de presse ou dans les journaux. Il pense performance et résultats collectivement. Cette lucidité que Dupont a est traduite par une statistique que je trouve assez folle concernant cette discipline et le nombre de cartons qu'il a pris dans sa carrière pro. 2 cartons jaunes en 9 saisons, 2 cartons rouges. Et le carton rouge qu'il prend, on sent qu'il n'a aucune volonté de faire mal, c'est une mauvaise lecture de trajectoire. Et maintenant, on va passer à la partie que t'attends. Pourquoi réellement c'est le meilleur au-delà de tous ces aspects-là? Il mesure 1m74 pour 85 kg. Techniquement, il a une belle passe des deux côtés et on se doute qu'il y a un gros travail dessus qui a été fait. Comme beaucoup de neufs. En revanche, il se distingue techniquement de ses adversaires par son jeu au pied. Il a une longueur de jeu au pied avec les 2 pieds qui lui permettent de se sortir de situations compliquées. En effet, en fonction du côté du terrain sur lequel on se trouve, on va avoir un angle plus ou moins fermé pour aller trouver une touche ou envoyer le jeu chez l'adversaire. Le rugby moderne est très bien huilé et on évite autant que possible de donner à l'adversaire des lancements de jeu dans son camp. Les lancements de jeu sont très efficaces car toutes les équipes savent où attaquer et pourquoi. On essaie de garder le ballon dans le terrain car c'est plus facile d'aller mettre la pression sur 3 joueurs qui tentent de contre-attaquer avec 12 en repli que sur une touche où 15 mecs en face ont une combinaison et sont tous replacés pour savoir où ils vont. La longueur du jeu au pied est donc précieuse et les 2 pieds un atout énorme. En effet, ton adversaire ne peut pas se dire on va taper tous les coups d'envoi à droite car le 9 est droitier, donc dans ce cas il va avoir un angle un petit peu plus fermé, ça va réduire sa distance de jeu au pied. Avec Dupont, ça fonctionne pas. En plus des 2 pieds, il a un processeur central dans la tête. Dans la semaine qui précède un match, les analystes vidéo, les coachs et les joueurs étudient attentivement leurs adversaires. Les déplacements, la couverture et tous les détails qui peuvent te permettre de mettre ton équipe dans une situation favorable. La complexité est de ressortir le bon geste au bon moment. Prenons cet exemple contre l'Angleterre. Après un jeu au pied de l'Angleterre, la France effectue une relance de jeu. La sortie est lente, la défense anglaise replacée. Dans ce cas, généralement, tu inverses la pression au pied. Il pleut, tu es à l'extérieur, tu n'as pas envie de t'exposer à faire une faute de main et rendre la possession à l'Angleterre au milieu du terrain. Les Français se positionnent comme s'il y allait avoir un jeu au pied dans la boîte. À ce moment-là, il y a le 9 anglais qui est à droite. Leur arrière est beaucoup plus grand et donc plus à l'aise sur les duels aériens. Tu préfères avoir un joueur aérien quand tu vas sauter pour récupérer le ballon sur un jeu au pied dans la boîte de Dupont, surtout si tu vas te retrouver au duel face à Aldrit, Olivon ou Penon. On a Van Poortvliet et Stewart qui décident d'échanger leur place. Et là, il y a juste ce petit coup d'œil de Dupont qui vérifie. Il s'attendait bien à ce que les deux échangent de place et qui du coup, pendant qu'ils échangent de place, va leur mettre un magnifique 50-22 avec son pied gauche. Cette capacité d'analyse en situation de stress est impressionnante. Il connaît tous les principes de jeu et est capable de les exploiter au bon moment. Comme vous le savez, il y a Pierre Bégon qui va intervenir sur la vidéo, qui est préparateur physique spécialisé sur les attitudes au contact, puisque c'est un lutteur à la base, et qui intervient dans les clubs professionnels. Et on discutait de l'explosivité de Dupont, et en regardant justement son jeu au pied, en créant cette vidéo, je me suis aperçu qu'il avait quand même une sacrée spécialité sur son jeu au pied. Il a cette faculté, une fois qu'il a décidé de mettre un jeu au pied dans la boîte, s'il sent qu'il va se faire contrer, à exploser et repartir dans l'autre sens en feintant le coup de pied. Et c'est pas des choses auxquelles on fait forcément attention pendant les matchs, puisque la plupart des neufs réussissent à ne pas se faire contrer, mais
Chez Dupont, c'est une de ses spécialités, c'est-à-dire qu'il est vraiment capable, quand il sent que le jeu au pied va être contré ou que c'est pas favorable, à feinter le coup de pied et à repartir. Et ce qui est impressionnant, c'est que généralement, quand tu fais ça, tu te mets dans une situation compliquée. Et c'est là où lui, avec sa capacité explosive, il arrive en permanence à se remettre dans une situation confortable et à remettre son équipe dans l'avancée. Et c'est vraiment quelque chose d'assez fort, à partir d'une situation ratée où tu rates ton geste, tu réussis à mettre ton équipe dans une situation favorable. Et vous ferez attention quand vous le regarderez jouer, mais souvent il fait cette feinte de coup de pied et il vient exploser de l'autre côté. Avant de passer sur sa spécialité, les kill leaders, comment tuer les leaders défensifs, on va s'attarder sur sa défense. Ce n'est pas un gros gabarit, mais il a cette capacité à avoir le geste juste en défense. Il est capable d'analyser très rapidement s'il va pouvoir mettre un plaquage offensif, s'il doit se contenter de faire tomber ou de bloquer le ballon. Sa vitesse de déplacement lui permet de rattraper des coups et de sauver des essais impensables. Prenons cet exemple contre l'Irlande et de la prise qu'il fait. C'est un travail de maître pour pouvoir sauver un effet. C'est pas moi qui vais m'en occuper, c'est monsieur Pierre Bégon qui intervient régulièrement dans les clubs de top 14 et Pro D2 sur les attitudes au contact, qui va nous décrypter l'action et qui va nous en parler un petit peu plus. Pour ce qui est de sa défense sur le joueur irlandais, déjà j'ai plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'il fait un sprint de 40 mètres à vitesse max, il y a 36 minutes de jeu, et derrière ça il fait une session de lutte entre guillemets qui dure 5 secondes. Si on regarde bien la vidéo, après il a un petit peu les mains sur les genoux. Pourquoi ? Parce que l'enchaînement de tâches et l'enchaînement de la phase courue et la phase luttée, elle est extrêmement difficile. C'est justement ça la pratique du rugby de haut niveau. Et c'est qu'à ce moment-là, qu'il prend un contrôle enroulé, qu'il utilise le bas du corps et le centre de gravité pour pouvoir pousser, tel un lutteur effectivement, et accélération des jambes pour pouvoir repousser son adversaire, un peu en mode sumo, ce que nous on appelle, on peut mettre en place des exercices comme ça, des exercices en version sumo, repousser l'adversaire. Surtout que là, on est vraiment dans une phase luttée, du 1 contre 1 proprement dite. Capacité à se baisser, capacité d'accélérer avec les hanches, capacité de contrôle très très fort dans ce contrôle dont je vous parle qui s'appelle le contrôle enroulé. Sur le 1 contre 1, il se met vite en position pour surtout contraindre l'adversaire et le repousser hors la ligne. En fait, c'est plutôt binaire, hein. L'adversaire il veut aller tout droit et Antoine, lui, il doit annihiler cette force-là et au contraire la ramener le plus loin possible. On est vraiment dans une phase complètement, une phase de sumo. Plus techniquement, Antoine Dupont vient contrôler le bassin, on va dire, arrive à le pousser même si ses jambes sont plutôt orientées de l'autre côté, mais c'est surtout sa capacité à être dans le contrôle enroulé qui fait qu'il peut repousser et avec l'axe des pieds qui sont tournés vers l'orientation de là où il doit l'amener. Et puis après, il y a la solidarité des copains qui viennent défendre. Pourquoi le surnomme-t-on le ministre de l'Intérieur ? Au rugby, on essaie en permanence de gagner du temps. La perte de temps est l'ennemi de l'attaque. Plus les sorties sont lentes, plus la défense est organisée, plus les défenseurs sont présents sur les points de contact avant l'attaque, plus les sorties seront ralenties et c'est un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Pour ce faire, on essaie au maximum d'anticiper le gain ou non de terrain. Pour cela, il y a des principes très simples. Sur les lancements de jeu, toutes les équipes savent qu'il y aura un gain de terrain si on attaque telle ou telle zone, et donc les soutiens offensifs utilisent ce qu'on va appeler la cheat line en anglais, la ligne de triche. Une ligne où tu cours devant le porteur du ballon, car tu anticipes que le ballon va se déplacer et qu'il y aura un gain de terrain dans cette zone approximativement. Cela te permet de diminuer la distance de course de tes soutiens offensifs et leur vitesse d'arrivée sur la zone de contact pour assurer la continuité du jeu ou la conservation. À partir de phases statiques, c'est plutôt facile. Ce qui est plus difficile, c'est dans le jeu courant. Le 9 doit avoir cette capacité de lecture pour anticiper s'il y aura un gain de terrain et s'il doit utiliser cette fameuse cheat line. Dupont a cette faculté à bien lire le jeu et avoir des courses d'anticipation franches qui lui permettent de venir intervenir au bon endroit au bon moment. On le voit sur de nombreux essais français ou en club dans lesquels il anticipe très bien ce gain de terrain. Je vais d'ailleurs sortir une vidéo uniquement sur l'analyse de la course d'anticipation des 9. Si tu ne veux pas la manquer, c'est le moment de t'abonner et si tu n'as pas encore mis le pouce bleu, c'est le moment de le faire. Cette capacité à anticiper les franchissements pour se retrouver au bon endroit au bon moment lui a d'ailleurs valu ce surnom de ministre de l'Intérieur. Il est toujours à l'intérieur du porteur de balle qui a franchi pour lui proposer des solutions. Mais vous allez me dire, si Antoine Dupont le fait et que tu nous en parles, tout le monde le fait.
Et évidemment, tous les 9 du monde ont ces courses d'anticipation. On le voit peut-être moins, car ces dernières années, les franchissements français sont plus nombreux et c'est plus marquant, mais évidemment, tout le monde l'utilise. Si tout le monde l'utilise, qu'est-ce qui fait que Dupont est si efficace dans le jeu et que c'est le meilleur à son poste? Pour moi, ce sont ses qualités physiques et notamment son temps de réaction anormalement bas qui lui permet de créer de l'incertitude et des brèches à des moments totalement inattendus. Attends, je m'explique. Par qualité physique, c'est un joueur ultra explosif sur le haut et sur le bas du corps, comme de nombreux neufs. À ce niveau-là de jeu, les joueurs ont sensiblement les mêmes qualités techniques, les mêmes qualités physiques et la même capacité à analyser le jeu. Tous ces paramètres sont travaillés et exploités au maximum pour avoir les joueurs les plus complets possibles. Ce qui est moins travaillé, mais cela commence, c'est le temps de réaction. Si les joueurs sont tous pareils, pour gagner du temps, tu vas chercher à optimiser la capacité que le joueur va mettre à réagir entre le moment où il perçoit une information, le temps qu'il met pour la traiter dans son cerveau et choisir la réponse motrice qu'il va apporter. Quand on joue à ce poste, on est proche de ces zones de combat. On essaie de faire en sorte que le ballon reste le moins possible dans ces phases de combat. Et il faut décider très rapidement si on doit faire une passe ou porter le ballon pour menacer. Il existe un certain nombre de principes de jeu pour savoir si tu peux ou si tu dois porter le ballon pour attaquer les leaders défensifs. Par exemple, quand la défense est en train de circuler, tu peux te permettre d'attaquer ces zones. Dans un certain cas, tu vas te retrouver en possession du ballon dans une situation imprévue. Et là, il faut décider si tu fais une passe en arrière, qui t'a concédé du terrain et mettre un partenaire dans une situation défavorable, ou si tu vas garder le ballon pour remettre ton équipe dans une situation confortable. Antoine Dupont a la faculté de très bien analyser ces situations et de réussir à créer du danger à partir de situations défavorables. Il arrive très rapidement à analyser un rapport de force qualitatif et à l'exploiter. Un rapport de force qualitatif, qu'est-ce que c'est ? C'est quand tu vas opposer par exemple un joueur rapide et explosif à un joueur plus grand, sûrement plus puissant, mais également plus lent. La vitesse à laquelle il traite les informations et ses qualités physiques lui permettent donc de bonifier des ballons défavorables. Là où de nombreuses équipes concéderaient du terrain, une perte de balle, il arrive à créer une situation favorable. Si je fais l'analyse d'Antoine Dupont et ses super pouvoirs, surtout dans la partie du corps à corps, déjà on a l'impression qu'il rebondit. Et cette capacité qu'il a à repousser ses partenaires et surtout retrouver l'alignement poignet, épaule. Et cet alignement-là, en fait, il est très très fort pour repousser les adversaires. On appelle ça un axe force dans les sports de combat. C'est aussi pour ça que les archers tiennent leurs arcs de cette manière-là. C'est un axe très très puissant. Et quand moi je pratiquais l'activité judo, cet axe-là, il est très très difficile à casser, à rompre. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, le contrôle est compliqué à avoir. Et deuxièmement, cet axe-là, épaule et bras, est quasiment impossible à briser, à casser. Alors donc il rebondit, il a une dissociation segmentaire du haut et du bas, il est effectivement très très puissant en bas du corps, très très puissant en haut de manière très explosive. Et il a cette capacité justement à rebondir lorsqu'il se fait croquer et lorsque les adversaires viennent le prendre un peu haut. Et la partie dans laquelle pour moi il est au-dessus de tout le monde, c'est dans ce rôle de kill leader. Les leaders défensifs sont présents dans toutes les équipes de rugby. Ils servent à verrouiller les bords de ruck, car si ton adversaire tente de gagner du terrain, tu ne lui facilites pas la tâche. Tu vas le pousser à devoir faire des passes et concéder du terrain, et faire une faute plutôt que de le laisser avancer proche du ruck. Pour cela, les équipes utilisent dans la majorité des cas 3 leaders. Un premier leader défensif qui va éviter que le neuf se fasse la malle, un second leader défensif qui va défendre sur le premier receveur adverse et un troisième leader entre les deux premiers qui va défendre en zone. Si le 10 remet la balle à l'intérieur ou revient à l'intérieur, c'est pour lui, il est présent. Si le 9 porte, il est là pour le bloquer. Ces structures défensives sont tout le temps présentes. Évidemment, tu cherches à les attaquer régulièrement et tu mets en place des micro-attaques généralement pour déstabiliser ces leaders défensifs. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à voir la vidéo qui va apparaître sur la micro-attaque de l'Irlande qui est pratiquée par l'Australie que je décrypte et dans laquelle il y a un analyste vidéo pro du top 14 qui intervient. Au vu du jeu pénétrant pratiqué par la France, Dupont est extrêmement efficace dans l'analyse du rôle de ses leaders et de comment les attaquer. Il a cette capacité à analyser le joueur qu'il a en face, le premier ou les deux premiers leaders, la position de ses soutiens offensifs pour éliminer les leaders et mettre ses partenaires dans des situations confortables. On ne se rend pas compte, mais tout va très vite à ce niveau. Imaginez-vous avec des tonnes d'informations dans la tête sur les principes de jeu, les failles des adversaires, votre système de jeu.
Vous devez réussir à analyser en temps réel la position des adversaires, le profil des adversaires, les joueurs plus lents ou plus rapides, voir les déplacements de ses partenaires, anticiper la réaction de ses adversaires, dominer le rapport de force pour laisser le ballon vivant ou disponible rapidement, avec une intensité énorme autour de toi et en cas de mauvais choix de réussir à limiter la casse, voire bonifier les ballons. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et c'est ce que je trouve vraiment remarquable et qui fait pour moi que c'est le meilleur joueur du monde. En tout cas au poste de 9. Il a cette capacité à savoir quand aller attaquer les leaders et pourquoi. Il a vraiment cette capacité à savoir quand est-ce qu'il va devoir porter sur 2 pas. Et regardez cette capacité d'accélération qu'il a dès qu'il va se retrouver face à un profil plus lent. Dès qu'il va être dans une situation confortable avec une libération rapide et qu'il va y avoir un pilier ou un deuxième ligne, un profil plus lent, il va automatiquement venir le menacer et l'attaquer. Et c'est ça qui en fait un joueur très dangereux. Au-delà de son explosivité, ça va être cette capacité d'analyse qu'il va avoir pour savoir quand est-ce qu'il va venir agresser ses premiers leaders défensifs et même quand il va faire la passe, en fait, il va de temps en temps avoir ces 2 petits pas qui vont les bloquer. Et c'est ça qui en fait un joueur très dangereux. Tu as du mal à défendre sur lui et tu es obligé de défendre sur lui. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a des principes de jeu qui nous permettent d'établir des règles et des vérités générales. Par exemple, lors d'un franchissement, on applique des principes de relance de jeu qui vont te paraître très logiques si je te l'ai dit. S'il n'y a personne, le premier qui arrive ramasse le ballon et avance. S'il y a un seul défenseur qui menace, le premier il nettoie la menace et le second ramasse avance. S'il y a 3 défenseurs, le premier nettoie la menace et le deuxième fait la passe. Bref, tu vois le schéma décisionnel que les joueurs ont sur chacune des actions du jeu. En effet, il y a beaucoup de principes de jeu comme cela. De l'extérieur, on a l'impression que c'est un bordel, alors qu'en réalité, c'est un bordel vraiment très organisé. Antoine Dupont, il arrive très bien à analyser tous ces principes de jeu et à apporter la meilleure réponse en temps réel. Avec ses qualités athlétiques impressionnantes, c'est une réelle menace pour tous ses leaders et ses premiers défenseurs sur les bords de ruck. Tu ne peux pas le perdre de vue et même si tu l'as dans ton champ visuel, tu sais que ça peut être une menace. Si défensivement tu tentes de circuler pour rattraper ton retard, lui il va pouvoir attaquer très fort, mais le problème c'est que si tu circules pas, il va rester des espaces à l'extérieur. Chaque équipe, à sa manière, tente de bloquer Antoine Dupont. On l'a vu avec Eddie Jones sur le tournoi Destination 2022 où il avait mis un plan anti-Dupont. Si tu l'as pas vu, je te mets le petit lien ici où tu pourras cliquer en fin de vidéo sur le plan anti-Dupont pendant ce tournoi Destination. Et Eddie Jones, il avait tenté quelque chose qui a fonctionné par moment mais pas totalement. Et le problème, c'est que si tu te focalises trop sur Dupont, tu vas laisser des espaces ailleurs. On avait l'Afrique du Sud qui, eux, avaient décidé de mettre une énorme pression à la limite de la règle des fois sur Antoine Dupont. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le style de jeu d'Antoine Dupont colle parfaitement au style de jeu de l'équipe de France. À moins que ça soit le style de jeu de l'équipe de France qui soit adapté aux qualités de ses joueurs et notamment de Dupont. Je suis en train de faire une vidéo sur le style de jeu de l'équipe de France et pourquoi est-ce qu'il terrifie tout le monde tout simplement. Donc si tu l'as pas fait, mets le petit like, abonne-toi, mets le petit commentaire, n'hésite pas à faire tourner. Et même si tu veux soutenir la chaîne et mon travail, tu peux même me lâcher un petit tips ou un pourboire. Il y a de quoi le faire ici, sinon il y a mon lien PayPal en bas. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, topette!